Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem avec le soutien de notre parrain Bernet Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des femmes, des hommes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Elles et ils partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Nous recevons aujourd'hui Leïla Delarive, serial entrepreneur avec un grand E, avec qui nous allons traiter de la question de l'entrepreneuriat au féminin, en essayant de comprendre pourquoi il n'y a pas plus de femmes entrepreneurs. Leïla va nous raconter son parcours véritablement guidé par sa volonté, presque sa mission, de faire entendre les voix qu'on n'entend habituellement pas. D'abord en tant qu'avocate, puis en créant une chaîne de télévision, avant de fonder une agence de communication spécialement pour les TPE et les PME. Autrement dit pour les petites entreprises qu'on entend beaucoup moins que les gros annonceurs traditionnels qui ont le cash pour se faire entendre. Nous allons découvrir ses pistes de réflexion sur l'importance d'oser prendre la parole quand on est une femme et à quel point il est essentiel d'oser se mettre en avant. On parle état d'esprit, humilité, envie de créer, diversité. Leïla, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux te présenter d'abord ? Je m'appelle Leïla Delarive, j'ai 44 ans, je suis avocate de formation. J'ai pratiqué le barreau pendant 15 ans, en passant par tous les stades, avocate pénaliste, avocate spécialisée en droit de la construction, de l'environnement, dans des matières assez techniques. Et puis ensuite, je pense que j'ai fait le tour en tout cas en ce qui me concernait, et je suis passée du droit aux médias. Alors on pourrait penser que c'est assez incongru, mais dans le fond pas tant que ça. Le média étant un moyen de faire entendre des voix, et donc ma vision c'était vraiment d'utiliser le canal télévisuel pour permettre l'émergence de voix qu'on n'entend pas. Et la chaîne s'appelait Be Curious, soyez curieux, acceptez de voir et d'entendre ce que vous n'entendez pas nécessairement dans les médias traditionnels. J'ai réussi à vendre la chaîne après 3 ans en changeant le modèle économique à une personne qui a repris la chaîne. Et puis ensuite, de là, je suis passée dans le monde de la publicité digitale. Et là, il y a toujours un lien logique. C'est qu'en étant dans la télévision, j'ai compris qu'en fait, c'est pas tant le média qui a le pouvoir. Le pouvoir est dans les mains de celui qui détient la distribution. Et aujourd'hui, ce pouvoir, il est en main des GAFAM, Google, Facebook. Et donc, la publicité digitale, il n'y a rien de plus puissant que ça pour permettre l'émergence des voix. Et moi, c'est un peu mon obsession, c'est que je veux faire entendre les voix. Donc, je l'ai faite comme avocate, ensuite par ce biais médiatique et aujourd'hui par le biais de la publicité digitale. Aujourd'hui, tu peux nous décrire ce que tu fais et ton entreprise ? J'ai une entreprise qui s'appelle Amplify, qui est une plateforme qui simplifie complètement, c'est aussi simple que d'appuyer sur un bouton pour lancer sa campagne publicitaire sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google Ads. Et puis, la volonté de démocratiser ce moyen fait qu'on le rend abordable par l'automatisation avec un prix mensuel à partir de 39 francs par mois. C'est pas cher et c'est efficace et c'est à la portée de tout le monde. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as entrepris ? Oui, je pense que j'étais très jeune. Je me rappelle dans la cour d'école, vois-tu. Je récoltais en fait l'argent auprès de mes camarades et c'est moi qui m'occupais d'aller faire des achats groupés pour optimiser notre budget et redistribuer en fait à mes camarades les 10 heures en fait. Donc je récoltais 2 francs ce que chacun donnait. Comme ça on en avait plus pour nos achats groupés. Donc j'ai toujours été très entrepreneur dans l'âme en fait. Tu te rappelles pourquoi tu avais démarré ce projet-là ? J'ai un penchant naturel à être assez tête de locomotive. Je pense que naturellement, tu vois, j'ai pensé qu'il fallait que j'ordonne le 10 heures de mes copines pour qu'on optimise tout ça en fait. Donc, et même lorsque j'étais plus jeune, quand je faisais du sport et tout, j'étais assez, chef d'équipe comme ça. J'aimais bien l'idée, les équipes. Je pense que c'est ces traits de caractère, dans le fond, qui font que tu es un peu plus compétitif, un peu plus leader, comme ça. Pour toi, c'est un trait de caractère naturel ou ça provient aussi de ton éducation ? Alors, des deux. Je pense que si tu mets « je déteste perdre », tu mets devant même un jeu télévisé, je déteste perdre. Mais par contre, c'est vrai qu'on a été éduqués, ma sœur et moi,
dans l'optique d'être totalement indépendante. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas dit « il faut que tu trouves un bon mari », on nous a dit « il faut que tu aies les meilleures études pour ne jamais avoir à tendre la main devant ton mari ». Et donc ça a été peut-être quelque chose qui est quand même lourd à porter, parce que dans le fond, tu ne te laisses pas le droit de te reposer un petit peu. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours cette obsession qui fait que je continuerai à entreprendre jusqu'à mon dernier souffle pour ne jamais tomber dans la dépendance. Donc aujourd'hui, tu peux dire que cette expérience que tu as eue à travers ta première entrepreneuriat et ta famille, c'est un peu la source de cette indépendance que tu as pris après. En fait, je ne supporte pas l'autorité. Lorsque j'ai travaillé, j'ai très peu travaillé, même quand j'étais avocate stagiaire, j'avais un statut d'indépendante, ce qui était plus ou moins la règle à l'époque lorsque j'ai fait mon stage au début des années 2000. Et donc, j'ai travaillé, mais j'avais bien sûr un maître de stage, Jean-Pierre Grosse, qui quand même devait surveiller ce que je faisais et me former pour devenir avocate. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne supportais pas l'autorité. Et j'avais une possibilité de rester dans ce cabinet d'avocats comme collaboratrice, et j'ai dit non, moi je veux partir. Je préfère monter en fait mon propre cabinet. Alors, j'avais des copains qui montaient une étude à ce moment-là et je les ai rejoints. Et donc j'ai commencé ma carrière d'avocate en étant déjà entrepreneur en fait. L'entrepreneuriat, en ce qui me concerne, correspond aussi à des traits de caractère qui font que je rentre pas dans des grandes structures. On m'avait fait un peu mon profil pour voir où est-ce que je pourrais fitter en fait, et il apparaît que je fitte pas forcément dans des structures établies. Je viens un peu perturber les équipes. Donc il vaut mieux que je monte une équipe et qu'ensemble on arrive à construire ensemble un projet. Et tu dirais qu'aujourd'hui, dans toutes les différentes entreprises que tu as pu monter, cette soif d'entreprendre, elle est liée à ça, elle est liée à cette soif d'être indépendant ? Indépendant, mais aussi le côté création. C'est-à-dire que j'adore créer, j'ai un côté hyper créatif, qui n'allait pas forcément avec le métier d'avocat, parce que quand tu es trop créatif, il faut quand même que tu acceptes le cadre établi par la jurisprudence. Et puis moi, j'arrivais toujours avec des nouveautés. Alors les juges, des fois, me regardaient un peu dépités en me disant « mais qu'est-ce qu'elle nous sort aujourd'hui pour… » Et en fait, il y avait des jurisprudences qui n'avaient plus lieu d'être non plus. Et donc, ce côté très créatif fait que je l'exerce à ce stade de ma vie par de l'entrepreneuriat. Demain, ça peut être autre chose. Ça peut être, je sais pas moi, de chanter, de peindre, de faire du théâtre, mais qui peut être aussi fait sous une forme d'entrepreneuriat. Et tout de suite après la vente, il se passe combien de temps ? Il se passe quoi jusqu'à ce que tu reprennes un nouveau projet entrepreneurial ? En fait, j'avais pas arrêté parce que Amplify est né en fait de la suite de la télé, c'est-à-dire que j'ai pas arrêté la télé puis j'ai commencé à Amplify, ça s'est en fait regroupé parce que je cherchais bien évidemment une solution pour que d'un point de vue économique la chaîne télévisée puisse tourner, et en parlant en fait avec ceux qui sont devenus ensuite mes cofondateurs, notamment Alexandre Tsonis, on est arrivé à la conclusion qu'en fait c'était mission impossible de produire du contenu sur une base quotidienne à raison de 2 ou 3 heures de contenu quotidien coûte beaucoup trop cher, vu que les revenus publicitaires, on n'arrivait pas à accéder à ces revenus publicitaires, il y avait un gap qu'on remplirait jamais. Puis on arrivait à la conclusion, enfin lui il me disait, si ta mission à toi c'est de faire émerger les voix qu'on n'entend pas, il faut que tu t'appropries en fait ce pouvoir de la distribution, le pouvoir de la pub. Donc Amplify est né de cette vision-là, en disant, OK, alors on va donner accès aux plus petits à ce pouvoir de la distribution. Puis on avait imaginé un système de crowdfunding où tu pouvais dire à ta famille, à tes amis, OK, je viens, je mets 5 francs, puis je t'aide à puber en fait ton contenu. Mais c'était un peu compliqué parce que initialement, les ONG, enfin, on était en 2018. Aujourd'hui, ça ferait beaucoup plus de sens parce qu'on est plus dans l'ère de l'advocacy. On était beaucoup moins en 2018. Et donc, on a un peu de peine à convaincre les ONG de nous suivre dans l'utilisation de la publicité sous une forme de financement participatif. Donc, on a marqué un pivot. Et 2019, on est vraiment allé là où on a identifié le besoin. Parce qu'à force d'aller présenter notre projet Amplify, les petits commerçants, les acteurs économiques de plus petite importance disaient « Ah, mais moi, j'en aurais besoin pour moi, en fait. » Et donc, on a dit, à un moment donné, je me rappelle, je suis rentrée un jour au bureau, j'ai dit, OK, maintenant, on ouvre au commerce, parce qu'on ne voulait pas, on voulait les garder pour les causes idéales. Et on a dit, non, maintenant, on l'ouvre au commerce. Et c'est comme ça qu'en fait, Amplify a connu son essor. C'est quelqu'un qui te remet beaucoup en question. C'est quoi le mindset derrière tout ça ? Il n'y a rien d'acquis, en fait.
Moi, j'ai appris, vraiment ce que j'ai appris dans ma carrière d'avocate, c'est cette humilité. Tu te ramasses tout le temps soit des jugements négatifs, soit des scuds de la part de tes confrères. Donc, tu es en permanence en train de te remettre en question lorsque tu es en train de monter une défense ou un dossier. Et je pense que rien n'est acquis pour moi. C'est-à-dire que même si tu arrives à lever de l'argent dans un projet, ce n'est pas acquis. Même si tu vois que tu as des premiers clients, ce n'est pas acquis. Il faut constamment se questionner, constamment. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai un mindset très agile. Je sais que c'est à la mode, maintenant, ce mot d'agilité. Et c'est vrai que moi, dans le fond, la période Covid, ça n'a pas été un grand changement, ni dans l'exploitation de notre business, ni dans notre mode de vie, parce que j'ai cette habitude ancrée en moi à ne jamais m'endormir dans des eaux, je dirais, un peu chaudes comme ça, des eaux confortables. Moi, j'aimerais t'entendre, on parlait tout à l'heure en préambule, il y a quelque chose qui est très important pour Genilem, c'est l'entrepreneuriat au féminin. On en parlait, on a à peu près 2/3 de femmes qui viennent à nos formations et on accompagne seulement 20% de femmes. Déjà, est-ce que tu fais le même constat que nous ? Oui, j'ai dû aller lundi à Zurich pour Pitch et Amplify et j'étais la seule fille sur 15 garçons en fait. Comment t'expliques ça ? Je sais pas. J'ai vraiment, en fait, j'aimerais avoir une explication rationnelle, j'en ai pas, donc ça va être très subjectif ce que je vais dire. Je pense que, de fait, à partir d'un certain âge, les filles se mettent en retrait sur la scène publique, sur le devant de la scène. Elles vont tout de suite prendre des postes un peu plus, je dirais, subalternes, ou qui sont tout aussi importants, mais on les voit moins. Elles sont moins visibles. Et puis, il y a... moi, donc cet été, j'ai monté un camp pour les filles de 15 à 17 ans qu'on a intitulé le Girls Leadership Camp. Et on dit, oui, mais pourquoi vous réservez ça aux filles ? Je dis, parce que je constate quand même, moi j'ai une fille de 16 ans et j'ai des nièces qui ont aussi cet âge-là, ou une vingtaine d'années, et les filles ne se mettent pas en avant. Alors, est-ce que c'est la société qui le fait ? Est-ce que c'est le système éducatif qui le fait ? Est-ce que c'est le système familial où la mère doit servir de modèle et que peut-être on n'a pas assez de mamans qui sont entrepreneurs ? J'en sais rien, mais en tout cas, la société ne nous aide pas. Et puis lorsqu'on est une femme, on nous catégorise en tant que femme entrepreneur, par exemple, ou femme d'affaires, ou femme de je ne sais pas quoi. Et moi, je trouve qu'on ne devrait pas avoir cette notion. Alors, c'est contraire à ce que je viens de vous dire, parce qu'on a fait ce Girls Leadership Camp. Et moi, j'aimerais un leadership camp pour filles et garçons, en fait. Mais je me rends compte quand même qu'il y a un travail à faire en amont et libérer peut-être de biais inconscients, de joues. C'est l'histoire de l'humanité qui, dans le fond, se reflète à un moment donné. Alors, est-ce qu'on va encore évoluer ? Je l'espère, je le pense. Mais comment ? Voilà, par des initiatives comme celle-là. Et j'appelle vraiment les femmes, c'est aussi d'être entrepreneur, c'est aussi de reprendre un peu les rênes de son destin en main et de ne pas attendre, effectivement, de se retrouver après un divorce... lorsque la pension alimentaire ne suffit pas, c'est souvent ça, hein, les divorces sont des causes d'appauvrissement et pour les hommes et pour les femmes, et ne pas être forcé dans le fond. Donc c'est vrai que nous, mon mari a une formule et je trouve qu'elle est très juste, c'est être acteur de sa vie en fait. Être entrepreneur, c'est être acteur ou actrice de sa vie. Être une femme aujourd'hui, tu l'as dit, 44 ans avec toute ton expérience et puis à la tête maintenant d'une jolie boîte, est-ce qu'il y a encore des difficultés parce que tu es une femme ? Oui et non. J'ai dû lutter contre mes biais. J'ai vraiment dû lutter contre des biais qui me desservaient. Alors, il se trouve que j'ai dans mon conseil d'administration quelqu'un qui s'appelle Serge Raymond, que tu connais. Puis, on a beaucoup de discussions sur cette question-là avec Serge. Puis Serge, c'est n'importe quoi. C'est pas parce que tu es une femme que... Mais je pense que, oui... Il y a des biais inconscients, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à tous les surmonter. Il y a des biais inconscients parfois quand tu es un homme, puis tu as une femme qui commence à dire tu devrais faire ci et ça, puis tu dis mais pourquoi est-ce qu'elle me donne des ordres ?
Donc il y a vraiment en fait une cohésion à trouver, une place à trouver, mais je pense que ça doit être la même chose dans un team, que tu sois homme ou femme. Il y a les rôles se distribuent naturellement, puis aujourd'hui on ne se pose pas de questions. Si tu parles avec les équipes, tout le monde, c'est naturel. Il n'y a pas de homme ou femme dans le fond par rapport au rôle que les uns et les autres jouent. Moi, mon rôle est clairement défini. J'ai le rôle de CEO et je dois aller représenter la boîte, lever les fonds, convaincre, endosser la responsabilité en cas de mauvaise décision. Lorsque on a pris une décision que ça ne marche pas, j'accepte. Et j'accepte de prendre ce rôle-là. Quel est le rôle aujourd'hui, et je pense que pour les jeunes entrepreneurs, des fois, c'est pas encore très concret. Quel est pour toi le rôle de ton conseil d'administration ? Qu'est-ce que tu attends de ton conseil d'administration ? Il y a plusieurs phases. Nous, on a une phase où on n'était que les cofondateurs dans le conseil d'administration. Et puis, cette phase-là, on ne peut pas nécessairement faire entrer des gens parce que c'est toujours un peu rock'n'roll, les débuts d'une start-up. Tu n'es pas tout de suite dans les chiffres noirs. Donc, il y a quand même une responsabilité de l'administrateur. Mais à un moment donné où tu entres dans la phase dans laquelle nous sommes, qui est la phase de croissance actuellement, les administrateurs que nous avons choisis ont chacun vraiment une compétence dont on a besoin à un moment donné dans le développement de la boîte. Nous, on est vraiment en train d'établir un modèle de type SaaS, donc de Software as a Service, où vraiment on veut aller vers ces abonnements. Et donc, on a choisi des advisors qui ont, des membres du conseil d'administration qui ont cette compétence financière, d'autres qui viennent du monde des startups mais qui sont plus avancés, donc ils peuvent nous accompagner aussi dans l'évolution de ces prochains mois à la prochaine étape. Et vraiment, c'est de choisir en fonction des compétences et aussi des réseaux que chacun peut amener. Parce que bien évidemment, on aura besoin, dans les levées de fonds qui vont arriver, des réseaux des uns et des autres. Donc c'est très important de choisir correctement, parce que ça ne sert à rien d'avoir des jolis membres sur le papier et que derrière, il n'y ait pas d'effet. Et je pense qu'il y a vraiment... Moi, j'ai l'impression que les boards se professionnalisent de plus en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de plus en plus, il y a ces formations pour devenir membre des conseils d'administration. Moi, j'en suis une. Je commence là maintenant parce que je ressentais le besoin par rapport à mon propre board de mieux maîtriser en fait ces aspects juridiques que je maîtrisais pas suffisamment en fait. Je peux pas être bon en tout comme avocat. Moi, puisque je m'occupais des antennes de téléphonie, je m'occupais pas des boards. Mais je pense que il y a un certain nombre d'obligations légales dont on doit être conscient, et puis avoir les membres qui te donnent les warnings au moment où tu vas peut-être dans le mur, tu vois. Donc il y a une relation de confiance, de beaucoup faire remonter les informations auprès de son board, ça c'est important aussi. Choisir des gens au board, c'est quand même quelque chose de très important. On les choisit pour leur vision, pour leurs compétences, mais finalement, comment on fait ? Est-ce qu'on va se prendre dans son réseau ? Est-ce qu'on va chercher avec quelqu'un de l'extérieur ? Comment on arrive à composer ça ? Nous, on a beaucoup discuté avec chaque membre du board. On a eu plusieurs séances. Certains étaient advisors et puis sont devenus membres du conseil par la suite. Mais c'est vraiment d'être sûr, en fait, qu'on se comprenne, qu'on comprenne le projet. Ça ne sert à rien de faire venir quelqu'un qui n'a aucune expérience ou aucune compréhension de ce qu'on fait en espérant qu'elle va nous ouvrir son réseau. Ça ne marche pas du tout. Donc c'est déjà d'être sûr qu'on match en fait au niveau de la vision du projet et ce qu'on veut faire, et puis de la manière dont la personne peut venir et puis nous faire évoluer dans le fond. Et donc nous, on a... Aujourd'hui, dans le board, par exemple, Marc Gruber, qui est professeur à l'EPFL, qui était l'ancien vice-président de l'innovation, et lui, il est très spécialisé dans tout ce qui est petite entreprise, les PME, en fait. Donc, il a cette vision, et quand je lui ai présenté Amplify, ça a fait tout de suite vraiment tilt. Il a dit, oui, mais c'est génial. Donc, lui, il est embarqué, il est très impliqué, il nous accompagne aussi bien. Je trouve ça vraiment... chouette d'avoir quelqu'un de son calibre. On a une femme. Alors, on en reviendra aux femmes. Ça a été très difficile de trouver. Et je sais qu'il y a le cercle des femmes administratrices, qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais de trouver la matching partner, on a écrit à plusieurs femmes. On a eu 0 réponse à part une
qui est, dans le fond, qui était très bien par rapport à ce qu'on cherchait, qui s'appelle Dorina Thies. Elle est en Suisse allemande, elle est fondatrice de la société Pia Vita. Et donc, elle avait cette expérience, comme je disais, de start-upeuse et qui est déjà plus en avance par rapport au levée de fonds, etc. Donc ça, c'était pour le côté suisse-allemand, parce qu'on veut aller en Suisse allemande, et puis on veut s'appuyer sur ces membres-là. Puis après, pour les autres membres, c'était vraiment de chacun, enfin, il y a une compétence financière, puisque c'est compliqué, ces structurations financières, les prochains rounds de financement, etc. Ça demande quand même de la finesse et de la connaissance. Et là, on a amené des membres qui, eux, ont l'habitude de faire ces levées de fonds et qui peuvent nous accompagner pour ces levées de fonds-là. Donc, c'est pas juste, en fait, juste un nom sur le papier, c'est d'être sûr qu'on se comprenne, parce qu'ils doivent être là aussi, parce qu'il n'y a pas que les beaux jours, en fait. Il y a plutôt des mauvais jours que des beaux jours dans une société quand tu montes une entreprise. C'est pas 365 jours de soleil et puis on est en train de boire des cocktails sur la plage, hein. Quand tu constitues ton board, il y avait une volonté d'avoir une femme ou plusieurs femmes? Oui. Ah oui, moi et c'est les fameuses discussions que je pouvais avoir avec certains membres du board. Mais moi, je pense que la diversité est essentielle pour l'équilibre d'une entreprise. C'est-à-dire que les femmes vont amener d'autres points auxquels on ne pense pas nécessairement lorsqu'on est un homme. Et moi, je le voyais vraiment sur les dossiers, de la manière dont j'ai pu traiter des dossiers en tant qu'avocate. Lorsqu'on comparait les points de vue entre mes associés et moi-même, on amenait chacun une diversité différente. Moi, j'étais très sensible, par exemple, à tous les aspects environnementaux d'un projet de construction. Et j'ai gagné des procès grâce à ça. En fait, c'est des arguments que d'autres oubliaient d'amener. Donc voilà, je pense que cette diversité, c'est pas juste joli sur le papier. Je pense que c'est un atout. Et plus une société sera équilibrée au niveau de la manière dont elle constitue à compétences égales, j'entends. Parce que moi, je ne suis pas du tout pour le fait de dire il faut qu'on mette des quotas, etc. Je sais que certaines sont contre ce que je dis là, mais je pense que si on a les compétences, et nous, on a tant de femmes si compétentes qu'on n'a pas besoin d'un quota, en fait. Il faut juste oser dire haut et fort, je veux entrer dans des boards, je veux haut et fort devenir directrice. Et ça, une fois qu'on le dit, on le dira autant que vous, messieurs. Et ben à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on ne nous accepte pas. Sauf que peut-être qu'on ne le dit pas assez, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que les femmes le disent plus? Elles ont qu'à venir à mon Girls Leadership Camp. Et si elles n'ont pas 16 ans, on fait comment? J'en fais un pour les plus vieilles. Non, mais je pense que oser prendre la parole, c'est essentiel, en fait. Et que peut-être moi, comme j'ai cette formation où c'était mon métier de prendre la parole du matin au soir, j'ai aucun problème à venir parler en public. Et donc le fait de vraiment d'oser se mettre en avant, d'oser apparaître. Et c'est vrai que aujourd'hui, les femmes qu'on voit qui sont dans des boards, c'est celles qui ont été très actives en se mettant en avant, etc. Et il n'y a aucune honte à se mettre en avant. Et ça, tu penses que c'est contre-intuitif pour une femme de se mettre en avant? Je ne sais pas si c'est intuitif. Je pense qu'en tout cas, la société n'a pas aidé à ce qu'on se mette en avant. Ou alors, la manière dont on a été mise en avant était très objective. Enfin, comment dire? On a été des objets, dans le fond. La manière dont on a été mise en avant jusqu'à présent. Donc, il faut. C'est pour ça que je dis que, quelque part, l'expression de ce que je viens de dire, c'est cette catégorie de femme 2 dans laquelle on m'a longtemps mise, et de laquelle, pour me sortir de cette catégorie-là, j'ai dû prouver tout ce que je sais faire aujourd'hui. Et donc voilà, il y a une période où tu dois manger ton pain noir et puis accepter d'avancer. Donc c'est plus dur pour une femme? J'aimerais dire non. J'aimerais dire non parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est plus dur. On doit penser que c'est tous aussi simple que vous, messieurs, mais enfin, je sais pas si il faut lire ce livre de Sheryl Sandberg qui est donc la COO de Facebook. Et puis en français, ce livre s'appelle En avant toutes. En anglais, c'est Lean In. Et en fait, dit quand tu es à une réunion. Je sais pas, tu vois, ça peut être une réunion de boîte, fête de fin d'année, les hommes s'assiedent tous à une place, puis les femmes vont vite se mettre tout ensemble dans un coin où elles se mettent moins en avant. Et je trouve que ça, oui,
il y a ce côté, on doit oser en fait. Est-ce que c'est l'éducation qui dit les filles, vous ne devez pas faire ça, les filles, vous ne devez pas... Encore une fois, je n'ai pas la raison sociologique ou psychologique de cet état de fait, mais il faut être culotté. Voilà. Avec ton mari, vous parlez toujours d'entrepreneuriat, de nouvelles idées, ou de temps en temps il y a un break et puis on parle de complètement autre chose? Ah non, mais on parle quand même d'autre chose, sinon ce serait horrible si on parlait que des affaires. Mais il me pose des questions, il m'expose aussi ce qu'il fait, et moi de même. On peut se conseiller l'un et l'autre, mais je trouve que ce qui est très appréciable, c'est qu'il n'y a pas d'ingérence ni de ma part dans ses affaires, ni de la sienne dans les miennes. Donc on est très indépendants l'un de l'autre dans tout ce qu'on entreprend, et on est vraiment en fait sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Et donc c'est vraiment mon âme sœur en fait. Et on parle après de choses beaucoup plus intéressantes aussi que les affaires. Hein. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé ta vie? Et si oui, pourquoi? Il y a plein de rencontres que j'ai faites à un moment donné qui m'ont confortée ou qui m'ont influencée dans ce que je pouvais faire. C'est-à-dire que je ne crois pas à la rencontre, la seule rencontre qui fait que ta vie bascule, mais je pense à la rencontre qui fait écho à un moment donné quand tu as besoin de quelque chose. Lorsque j'étais avocate, par exemple, moi j'avais une très grande admiration pour Jacques Vergès, qui est un avocat qui a été décrit. On nous disait que c'était l'avocat du diable, mais moi je voyais en lui vraiment l'avocat absolu, puisqu'il était prêt à défendre toutes les causes. Et je pense que le rôle de l'avocat, c'est de défendre dans la mesure où tu peux, sans porter de jugement, défendre toutes les causes. Moi, il y a une seule cause que je ne pouvais pas défendre, c'était tout ce qui avait trait aux actes d'ordre sexuel sur les enfants, parce que mon côté maman était trop heurté, donc je ne pouvais pas, je le défendais pas. Mais je pense que Jacques Vergès, je l'ai rencontré, en fait j'avais 24 ans, je l'ai invité. Je me rappelle, j'ai été culottée, j'ai écrit, j'ai appelé son cabinet d'avocat et j'ai dit voilà, j'aimerais inviter Jacques Vergès dans le cadre du jeune barreau à venir à Lausanne. Et il est venu. Et 450 personnes, c'était à l'Uni, il a donné une conférence. Et je me rappelle que vraiment, de l'avoir rencontré, ça a été un peu une figure cardinale pour moi dans mon chemin d'avocate. Alors, je ne dis pas que, pas du tout, je n'ai pas du tout été de la trempe de Jacques Vergès, hein, qu'on soit bien clair, mais pour dire cette humilité qu'il avait, comme il est venu ici, on l'avait invité, il n'a rien consommé, enfin, il n'a pas profité d'être invité, sa gentillesse envers tout le monde, et il est mort dans le dénuement, parce que, en fait, jusqu'à son dernier souffle, il a défendu des gens sans réellement facturer, il s'en foutait, en fait, de l'argent, et tout son cabinet d'avocat était vendu aux enchères, et ça, c'est une personne qui, pour moi, est très importante, en fait, dans ma vie. Il y a une relation que je ne peux pas expliquer. Et j'ai retrouvé en fait sa tombe à Paris lorsqu'il est décédé. J'avais fait une émission hommage à Jacques Vergès. Et par hasard, c'était vraiment une histoire incroyable. C'est-à-dire que j'étais au cimetière, j'accompagnais en fait mon mari qui va se recueillir sur la tombe de sa grand-mère. Et je le laisse seul, je ne veux pas rester comme ça à côté de lui. Je me promène et je me dis, mais tiens, je sais qu'il a été enterré ici. Donc je tombe sur un jardinier, je lui dis, mais monsieur, est-ce que vous savez par hasard où est la tombe de Jacques Vergès ? Il me regarde, me dit oui, bien sûr. Puis il m'amène jusqu'à la tombe de Jacques Vergès. Et je me rappelle que je me suis retrouvée là seule devant cette tombe, sur la tombe de Jacques Vergès, avec un rayon de soleil qui arrivait et qui éclairait en fait ce moment-là. Un truc un peu mystique, on ne peut pas comprendre. Et voilà, donc c'est une personne qui a eu... que j'ai beaucoup aimé, que j'ai peu connu. J'ai vu à 2-3 reprises, mais voilà, qui a eu un effet... qui a joué un rôle dans ma vie, y compris ma vie privée, puisque... C'est lors d'une de ces représentations qu'on a eu un coup de foudre avec mon mari. Voilà. Pour conclure, est-ce que toi, il y a un petit giveaway comme ça que tu aimerais donner pour les auditeurs ou les auditrices qui nous écoutent? Peut-être des femmes qui veulent entreprendre? Alors, pour toutes celles et ceux qui n'osent pas faire le pas, si vous êtes attiré par l'entrepreneuriat, je pense que le plus essentiel, c'est de le faire en accord avec vos valeurs. Donc, il ne faut pas entreprendre pour entreprendre, ça n'a pas de sens. Il faut entreprendre lorsque ça répond à la satisfaction d'un de vos besoins, qui est une valeur très forte chez vous, en fait. Et d'être entrepreneur, c'est pas juste sexy, c'est difficile, c'est horrible. Moi, j'étais entrepreneur, comme je l'ai dit, depuis
Le jour où j'ai commencé le barreau, et je me rappelle, j'avais négocié des lignes de crédit, etc. Donc, c'est pas de confort, mais à la fin, ça répond à un besoin fondamental. Donc, oser faire le pas, oui, pour autant que vous soyez sûr que c'est en accord avec... c'est un moyen pour mettre en œuvre des valeurs qui vous sont fortes. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Leïla. On a compris en l'écoutant, la société n'a pas aidé les femmes à se mettre en avant autrement qu'en étant des femmes objets ou des femmes de. Et pourtant, et Leïla en est la preuve, une autre voie est tout à fait possible. Et selon Leïla, il semble impératif que les femmes osent prendre la parole et qu'elles osent se mettre en avant. Autrement dit, il faut absolument que nous entendions leur voix. Et il faut des initiatives qui leur donnent la parole. Et entreprendre est une des solutions, et nous espérons que cet épisode constitue un appel aux femmes à devenir entrepreneurs et donc à prendre les rênes de leur destin. Et comme Leïla nous le raconte, être entrepreneur, c'est être acteur de sa vie. Mais attention, il ne faut pas entreprendre pour entreprendre. On comprend en écoutant Leïla que c'est dur, même parfois très dur, et ça oblige à sortir de sa zone de confort et à sans cesse se remettre en question, et surtout en gardant le cap grâce à des valeurs profondes. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à lire le livre évoqué par Leïla au cours de cet épisode, En avant toute, de Sheryl Sandberg.